Les bestes sont à Budapest et devinez quoi, ils sont japonais. Cette incontournable vérité, on aimerait parfois l'oublier, notamment lors des départs en fanfare vers les grands rendez-vous, quand tous les espoirs sont permis. Mais ce serait vraiment nier l'évidence, puisque depuis le début des championnats du monde réunifiés, équipes masculines et féminines ensemble, soit depuis Essen en 1987, le Japon a tout simplement toujours fini devant. Il n'y a qu'au jeu, en 2012, que la Russie a réussi l'exploit unique de finir première nation, rien qu'avec sa Dream Team masculine, mais le rendez-vous mondial n'a jamais échappé au pays inventeur du judo. Parfois de peu, d'une médaille de bronze, comme en 1997 à Paris, face à notre équipe de France, l'année où nous sommes passés à ça d'être au-dessus. Cette année, ce ne sera franchement pas le cas. Et c'est clair dès le 5e jour. Car aujourd'hui, les Invincibles ont enfoncé le clou en tapant très fort dessus. 3 engagés, 3 finales, 2 titres, on ne peut pas faire mieux. 2 titres en plus qui font 6 en tout pour l'instant, soit le meilleur résultat depuis 6 ans déjà, et rien n'est encore achevé. La France aussi avait 3 engagés, dont la championne du monde en titre, Margot Pino, en moins de 70 kg, et le médaillé olympique et européen Maxime Gaël Ngaya Pambou en moins de 90 kg. Alexis Mathieu était le second engagé dans cette catégorie. Pour les deux hommes, la performance attendue était au moins d'aller confronter en quart les 2 costauds japonais de la KT, le vice-champion olympique et maître technicien Sanshiro Murao pour Maxime Gaël et le champion du monde en titre, le tonique petit pieux Goki Tajima pour Alexis. Malheureusement pour ce dernier, son aventure tourne à court bien plus tôt. Opposé en tour préliminaire au Kazakhstanais Merlan Maxim, tout juste entré dans le top 50, il s'engageait dans un combat à la fois décalé dans les positions et ouvert dans l'esprit, sans doute un peu trop. Il ne trouvait pas le chemin pour marquer sur ce profil gênant et à 20 secondes du gong, offrait l'opportunité d'un petit Kosoto à son adversaire sur lequel il se retournait en l'air mais que l'arbitre décidait d'annoncer Yuko. Une décision qu'il déplorait pour sa part, sans jeter avec l'eau du bain le travail accompli. Je n'ai pas réussi à ouvrir assez le judo, on était très décalé, j'ai eu quelques opportunités sur Sodé et puis un balayage. Et sur la fin, c'est lui qui arrive à me balayer le pied avancé. Après je tourne bien, donc je trouve que le Yuko il est un peu dur. Surtout à ce moment-là du combat. Mais bon, ils ne se sont pas trop attardés dessus, c'est un peu dommage. Après, voilà, c'est ma faute, j'ai pas réussi à trouver la solution ou à bien finaliser mes mouvements. J'étais en forme, il y avait du jus, la stratégie a été dans l'ensemble respectée. J'ai limité un maximum son judo, j'ai pu m'exprimer sur quelques mouvements. Donc en soi, c'était bien. Après, ce qui m'a manqué, c'est surtout réussir à créer des ouvertures en cassant un peu cette posture, cette garde. Et c'est là où j'ai pas réussi à trouver la solution aujourd'hui. Je sais pas trop quoi dire, c'est juste que ça s'accumule, il y aura bien un moment donné où ça va s'arrêter, ça va s'inverser. Donc je pense que ça va me servir, j'en suis même sûr, pour la suite. Et j'espère que l'année prochaine, je serai devant vous un peu plus tard. L'entraîneur Ludo Delacote décodait la séquence en constatant le travail encore à faire. Le Kazakh, quand bien même il est jeune, c'est un très bon combattant, très dangereux, on le savait, hein, là-dessus, il l'a pas pris à la légère. Après, c'est un profil sur lequel il doit travailler, des gauchers très affirmés, très décalés. Et pour le coup, lui n'arrive pas à rentrer dans l'espace d'efficacité. Donc c'est aussi une direction de travail qu'on avait soulignée après les Europes. Et voilà, on va se retrousser les manches. On part au Japon dans pas très longtemps, donc ça va être l'occasion de commencer à mettre ça en application. Quant à l'arbitrage, il se faisait le porte-voix de l'incompréhension qui commence à monter des délégations, notamment sur le cas particulier de la gestion des Yuko, qui n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et cette fois, ce n'est pas nous qui le disons. C'est pas une critique de l'arbitrage, je le souligne encore, mais j'ai vraiment du mal à comprendre comment peuvent être jugés d'un tapis à l'autre, d'un arbitre à l'autre, les impacts, les Yuko plavantes, il y a des fois il y a eu des tranches, il n'y a pas eu Yuko. Je pense que ça doit faire partie d'une réflexion post-championnat au niveau de l'IJF, y compris des fédérations. Je pense qu'il faut faire remonter par l'image notamment voilà, des impacts, qu'on ait au moins des explications. Parce que là pour le coup on discute avec les collègues étrangers et eux-mêmes ont du mal à percevoir la différence entre le plat-ventre, le côté, valeur, pas valeur. Voilà, bon, ça va rentrer dans l'ordre. On a 3 ans pour que tout le monde s'améliore, donc ça va aller. Première pression à froid pour le clan français.
Dans son style habituel, en revanche, Maxime Gaël faisait face avec succès à des adversaires de bon niveau. Le Brésilien Marcelo Francowiak, 11e mondial et 3 fois médaillé en tournoi depuis fin 2024, qu'il parvenait à projeter en début de Golden Score sur un Tai Otoshi à genoux, alors qu'il était dangereusement mené par 2 pénalités à rien. Venait ensuite le néerlandais Marcus van Dijk, 4 podiums en 2024 que le français allait chercher pour un petit avantage sur un de ses habituels sous-témis rotatifs. L'objectif liminaire était atteint. Maxime Gaël était sur le seuil de l'exploit potentiel face à Sanshiro Murao. Exploit de taille patron évidemment, car le jeune maître nippon comptait 5 victoires déjà contre lui, dont une assez sèche au Jeux de Paris. Malgré le mode guerrier activé, la volonté n'y suffisait pas. En 1 minute, le japonais plaçait un Ouchigari aussi tranchant que tranquille, sur lequel Maxime Gaël Ngayap Ambu s'écroulait au bout du kenken et hors de la surface, au point que l'arbitre annonçait maté au moment de la chute. Une interruption que la table balaya d'un revers de manche pour imposer le hippon. Quand on vous dit que l'arbitrage a un peu du mal... Le repêchage, au moins, était acquis. Il fallait battre un trentenaire estonien, Christopher Kaljuled, qui restait tout de même sur 2 5e places à Tokyo et à Paris. Rien d'insurmontable, mais le bouillant combattant d'Asnières sembla gêné par le gaucher au style un peu comparable qu'il avait en face de lui, et il perdit progressivement un peu de sa détermination et de son tranchant pour se faire finalement enrouler pour un yuko fatidique dans un mouvement dont il est généralement à l'initiative. Une fin de série un peu abrupte qui montrait des limites inhabituelles chez ce puncher né, ce qu'il constatait sans se l'expliquer. Énormément de déception, je dois pas perdre sur ce gars. Je dois pas perdre, ouais. Ouais, non, beaucoup de déception, j'ai pas été au niveau aujourd'hui, que ce soit dans les premiers combats ou dans ce dernier combat. J'ai pas été bon aujourd'hui. Et j'avais du manque de rythme et de violence comme j'ai d'habitude. J'ai pas été bon, mais voilà, je l'ai payé. Je l'ai payé encore, je l'ai payé en repêchage. Les premiers tours, je suis toujours assez... Je suis pas encore dans mon bon rythme dans les premiers tours. Je pense que je l'ai jamais été dans la compétition, donc il va falloir que je travaille sur ça. Ce genre de violence, je dois l'avoir à chaque séquence. C'était plus clair dans l'esprit de l'entraîneur Ludovic Delacote, qui estimait que ce championnat révélait cette fois les limites technico-tactiques d'un jeune combattant dont on avait pris l'habitude de le voir surperformer constamment. Mais l'objectif réel est encore lointain. Ça confirme qu'il y a encore du travail. On a 3 ans pour travailler. La construction démarrait aujourd'hui. Là, pour le coup, il y a un vrai état des lieux. Comme tu l'as souligné, effectivement, il y a un gros travail à faire sur les gauchers. C'est quelqu'un qui était à sa portée, il est déjà battu. Maintenant, l'Estonien, il fait le travail. Il fait le travail, il maintient une stratégie. MG réussit sur plusieurs séquences à réagir, mais pour autant, c'est pas suffisant. Au judo, il faut faire tomber. Et il l'a pas fait tomber. Concerné, concentré, avec la bonne énergie du pote qui avait gagné 2 jours avant. Donc ça, c'était plutôt positif. Maintenant, dans les faits, effectivement, ça a été un petit peu timoré en début de journée, sur les 2 premiers matchs. Il a du mal un peu à se lâcher. Et puis, sur le japonais, il démarre, pour le coup, c'est peut-être là où il démarre le mieux. Et sur un match de haut niveau, sur un athlète comme le japonais, vous faites une erreur, vous êtes puni direct. Voilà, ça c'est la loi du haut niveau. Et puis ce match, je ne dis pas que c'est un match qu'il aurait dû gagner, mais en tout cas qu'il avait largement à sa portée. Donc c'est assez décevant. Là vous avez vu comment ça enchaîne, même s'il y a un petit break, finalement ça va très vite. Donc si vous ruminez, vous êtes mort. Alors au pêchage de toute façon vous ne le passez pas. C'est déjà suffisamment compliqué. Alors non, il a réussi à switcher, basculer, on a réussi à lui remettre la tête à l'endroit. Maintenant, voilà, c'est plus des problématiques technico-tactiques et pas autre chose qu'il va falloir régler. Les 2 Japonais passaient encore le tour suivant, la demi-finale, chacun dans leur style. Un peu chaotique du côté du champion du monde Go Kitajima, un judoka japonais non orthodoxe dans le judo comme dans les mimiques, tout en arraché de face et en gestuel extraverti. Obligé de remonter un waza-hari contre le très puissant azerbaïdjanais Eljan Agiev, il marquait 2 fois dans les 2 minutes de reste sur le même Uchimata de face, son spécial, un premier yuko qui ne suffisait pas et un hippon réjouissant pour le public 15 secondes plus tard. Sanshiro Murao est aux antipodes. Il en faut toujours un comme lui dans les grandes équipes japonaises, un champion exemplaire, aussi bien par l'attitude que par le génie technique, un représentant parfait de l'idéal,
bien qu'il soit né à New York d'une mère américaine. Murao est de la lignée des Maruyama, Ono et leurs prédécesseurs. Un pur styliste au judo devenu irrésistible et construit par tout un peuple. Comme il le disait aux journalistes à la fin de la journée, encore impeccable, on ne se fait pas tout seul. En effet, le Japon sait prendre le temps pour construire ce type de héros empreint de la dignité qu'il souhaite voir incarner et qu'il préfère aux autres. Champion du Japon cadet en 2017, vice-champion du monde junior 2018 derrière le géorgien Lasha Bekaori, le début d'une histoire commune. Il était engagé dans le par équipe des championnats du monde senior l'année suivante en 2019. Il échoue au second tour du championnat du monde 2021 qu'il effectue dans l'ombre de Kenta Nagasawa et laisse les jeux à son compatriote Soichiro Mukai et à son rival géorgien Bekaori en or à Tokyo. Ce sera Koisuke Mashiyama qui fera les championnats du monde 2022 où il est d'ailleurs battu au premier tour par Bekaori et avec l'expérience accumulée, Sanshiro Murao fait à 22 ans les championnats du monde 2023 où il est dominé en demi-finale par l'inévitable Bekaori, lui-même battu en finale par son compatriote Maizuradze. La préparation est accomplie, Murao part au jeu de Paris en favori, mais s'incline encore en finale devant Bekaori, non sans avoir dominé le combat. À Budapest, il est venu pour faire la démonstration qu'on attendait de lui. Il rêvait d'être champion du monde et il rêvait sans doute de l'être avec cette classe comme le plus japonais des combattants japonais. Exténué, Lasha Bekaori échoue dès le premier tour. À 24 ans, on peut se demander si son palmarès pantagruélique, 2 titres olympiques tout de même, mais aucun titre mondial, n'est pas désormais derrière lui. De son côté, au pic de son épanouissement physique, Murao a encore presque tout à faire, mais on ne voit pas ce qui peut l'arrêter maintenant. Il ne prend qu'une pénalité de tout le championnat en finale, marque Ippon à tout le monde avec sa garde de gaucher au revers, c'est Uchigari Kenken, c'est Osotogari en 2 temps, c'est Uchimata de jambes. Le géorgien Maizuradze, futur 3e, en fera les frais en demi-finale. Face à Goki Tajima, c'est plus de démonstration qu'il sera question en finale. En 8 minutes, son adversaire tentera quelques embardées, quelques sorties de route, mais finira par dire merci à l'arbitre pour sa 3e pénalité. Sanshiro Murao a raté de peu le titre olympique de Paris pour lequel il était déjà taillé et que lui a arraché son meilleur rival. Mais il est désormais champion du monde et son règne est arrivé. Les statistiques n'étaient vraiment pas en faveur de notre Margot Pino puisque jusqu'à présent, aucun des champions du monde et des champions olympiques de l'été dernier n'est parvenu à rééditer. La plupart sortant même dès le premier tour quand ils n'étaient pas carrément absents. Elle arrivait en plein doute elle-même, n'ayant repris qu'après une opération compliquée d'une blessure pour échouer au premier tour du Grand Chelem de Dushanbe et emporter dans la douleur, seul tournoi à se mettre sous la dent, l'Open de Benidorm. C'est pourquoi elle pouvait déjà s'estimer satisfaite de passer 2 adversaires dangereuses, l'Allemande Giovanna Skock-Simaro, vice-championne du monde 2023, et une Suissesse de 19 ans, April Lynn Fouguo, championne d'Europe et vice-championne du monde junior. Appliquée et lucide, elle manœuvrait assez bien pour ne pas donner trop de prise, même si son judo d'attaque habituellement brillant avait bien du mal à jaillir. C'est ce qui va lui manquer en quart de finale contre la numéro 1 mondiale, Lara Kvesko, une solide croate qui ne lâche rien. Vigilante dans le jeu étouffant de l'obscure bataille sur les mains et les attaques nécessaires pour ne pas se faire décrocher aux pénalités, la Française montrait son tempérament de championne et alors que les minutes s'enchaînaient aux minutes, paraissait s'imposer progressivement à cette Croate qui ne faisait plus qu'illusion. Nous voici quasiment à la 9e minute du combat et on se dit que ça va le faire, qu'elle est proche du but. Ses tentatives sont plus précises, plus sincères que celles de son adversaire. À ce niveau du combat, l'arbitre attend le signe que quelque chose a vraiment basculé. Margot Pino le sent, elle va aller chercher cette demi-finale. Elle se dégage et lance un nouveau Seoinage propre. L'arbitre donne le maté, et c'est le conciliabule. La pénalité va sans doute tomber pour la Croate. Mais non, faisant le geste du refus de saisie, l'arbitre téléguidé par l'oreillette désigne la Française. Il faudra bien des visionnages pour comprendre cette décision. Elle vient probablement sanctionner le fait qu'une seconde avant de saisir pour lancer, la championne du monde en titre a fait lâcher une saisie sur son coude. On n'a pas le cœur d'insister plus que ça sur l'évident manque de discernement que cette décision suppose à ce moment-là d'un combat décisif entre la championne du monde et la numéro 1 mondiale. On croyait être débarrassé de ces lubies de la lettre prenant le pas sur l'esprit depuis le putsch réussi des fédérations sur la commission d'arbitrage. Manifestement, il faudra repartir au combat pour bien se faire comprendre. Le tour de repêchage vient un peu vite
pour récupérer d'un tel échec. Face à la très solide néerlandaise Zanne van Dijk, médaillée olympique et mondiale, Margot se laisse un peu endormir et entraîner dans un petit kataguruma à plat ventre, où la pointe de son épaule touche. Là encore, on croyait être débarrassé aussi de ses avantages fantômes. Celui-là sera suffisant. La néerlandaise avait de la ressource, puisque c'est elle qui ira décrocher une nouvelle médaille de bronze à son palmarès, tandis que la croate se hisse en finale. Margot Pino finit sans rien, mais avec lucidité et pragmatisme, elle préférait retenir le meilleur sans amertume. D'après ce qu'on m'a dit, c'était un peu kiff-kiff. Je pense qu'ils avaient envie d'arrêter le combat aussi qui devenait long et c'est vrai que je manque un peu de réaction, tout ça, pour vraiment aller chercher la chute. Ouais. Oui, c'est dommage. Après, j'essaie de relativiser. Je savais que c'était une année compliquée. Après, mon opération du coude, j'ai eu pas mal d'interruptions. J'ai fait du kiné, tout ça. Après, ça reste un championnat du monde où il faut être là et il faut être prête le jour J. Malheureusement, je vais même pas en place de 3. C'est frustrant, mais je me dis que voilà, j'étais peut-être pas non plus dans les meilleurs dispos toute l'année, mais c'est pas une excuse. Hein. Ça se voit que je suis quand même au niveau malgré il y a des choses à retravailler, des automatismes peut-être que j'ai un peu perdu. J'ai sûrement moins répété cette saison, donc à retravailler bien sûr. Ça a été une saison un peu en dents de scie parce qu'on a changé plein de choses au niveau de l'équipe de France. Après, il y a eu plein de changements, des blessures, donc. J'ai pas l'habitude de pas beaucoup m'entraîner, en tout cas de pas beaucoup faire de judo. Je pense qu'il faut un peu de repos et puis je pars en rééducation là, Saint-Raph, parce que pour soigner tout ça, me remuscler un peu et puis après on repart sur une saison, je pense à petit échelon comme j'ai fait là. Avec Gênes, on est retourné en Espagne, après remonter sur des grands prix, grands chelems et des championnats. Comme je vous ai dit, j'ai besoin de rebosser un peu spécifiquement, épaules, coudes. Il arrive à un âge où il faut remuscler aussi tout ça pour que ça soit stable et que ça dure encore un petit peu dans le temps. Accompagnatrice sur la chaise, Jane Bridge percevait ce qui avait manqué, non sans exprimer son sentiment profond sur la façon dont les 2 combats décisifs de la championne avaient été un peu gâchés. C'est des combats serrés, oui, c'est tactique, mais de faire gagner ou perdre comme ça, franchement, on comprend pas trop. Ça peut aller très facilement d'un côté à l'autre. Et au lieu de laisser les combattants décider, c'est le règlement, donc je trouve que ça c'est vraiment limite. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle fait un combat énorme, un peu de tentative au début de combat, mais plus ça avance, plus elle trouve ses marques et elle attaque. On n'arrive pas vraiment à finir, mais c'est pas loin et de terminer comme ça, c'est un peu décevant. Elle a des ressources énormes, Margot, et justement c'est une de ses qualités et c'est précieux chez elle. Ça fait, moi je la connais depuis cadette et elle s'entraîne vraiment très très fort, elle fait beaucoup de volume et donc ça lui a servi. C'est vrai que là cette saison, depuis son dernier championnat du monde, elle a eu très peu d'entraînement avec ses blessures, elle est revenue, elle se reblesse, donc je sais qu'elle a beaucoup de choses derrière elle qui peuvent encore servir quand on n'a pas fait vraiment beaucoup de travail, mais en même temps peut-être à ce niveau-là c'est difficile quand même de passer vraiment des caps très difficiles. Moi je pensais que elle allait passer. Moi, je trouve que elle l'a endormi un petit peu, elle a serré. Margot n'a pas trouvé ses ressources pour repousser, retrouver ta distance et donner des accélérations. Donc, puis bon, le Yuko, là, c'est vrai, il y a l'épaule qui touche, donc il y en a peut-être Yuko, mais bon. La néerlandaise en bronze, la croate en argent, c'est Shiho Tanaka, la japonaise, 5e en 2022, 3e en 2024, qui réglait tout le monde en 2025. Peu spectaculaire dans ses attaques, gagnant aux pénalités, à l'usure, d'un petit Yuko en contre ou d'une demi-immobilisation, elle s'appuyait sur ses qualités défensives, son inusable endurance et son judo tout-terrain pour aller au bout. Et c'est encore une victoire tout en modestie pour la team Pays du Soleil Levant, qui semble savoir jouer désormais sur tous les registres pour gagner tout de même.
même quand il n'y a pas de supériorité manifeste. Une démonstration paradoxalement intimidante. Décidément, le judo japonais a toujours quelque chose à nous apprendre. Il n'y a pas de sélectionné masculin français dans les 2 catégories finales en moins de 100 kg ce mercredi et en plus de 100 kg jeudi. Il en reste 2 du côté de nos féminines avec encore de fermes espoirs de médailles à la clé. Ce mercredi, c'est au tour de Fanny Estelle Posvit de tenter de briller en moins de 78 kg. Elle a été médaillée mondiale pour sa seconde participation à un championnat du monde et c'était en 2015 en moins de 70 kg. Tout est possible. Les bestes sont à Budapest et il en reste à découvrir.